Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet qu'on nous a demandé de faire, au sujet sur les peurs. Voilà, et N'est-ce pas, comme monsieur Phil? tout à fait. Et on n'a pas eu peur de s'y mettre. Non, on est très courageux. Oh oui alors. On va pas tout dire, on peut pas, parce que c'est un très vaste sujet et c'est vrai qu'on risque de s'y perdre un petit peu. Donc on va aborder quelques notions qui nous paraissent les plus importantes, ou en tout cas celles qu'on a envie de mettre en exergue. Alors, déjà, il y a un point où il ne faut pas confondre. Oui, on va déjà mettre de côté une partie des peurs qui sont liées au fonctionnement automatique de l'humain et du cerveau humain. Il y a différentes parties dans le cerveau humain et une partie qui est assez archaïque, qui est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors, c'est un peu pour imager le fait que c'est un cerveau ancien et c'est un câblage, si vous voulez, un automatisme pour nous protéger contre certains dangers. Donc là, on ne va pas parler de peur au sens où on veut ou en discuter aujourd'hui. C'est par exemple si on est en situation de danger face à un animal, face à un incendie, face à une sensation, un risque qui peut être mortel, alors ce cerveau archaïque va nous mettre en mouvement, nous mettre en fuite, nous mettre en situation de se défendre, etc. Ce cerveau reptilien, il a un mode automatique et on ne va pas le changer. Non, absolument pas. Ça, on le garde, ça reste fixe. C'est un outil très 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 important, donc on n'y touche même pas. Ça fait partie du fonctionnement du corps humain et Voilà. on le garde. Donc ça, voilà, on a fait une parenthèse là-dessus, on ne reviendra pas. On va parler des autres peurs. Alors. Des peurs qui sont plutôt des peurs acquises, c'est-à-dire que notre cerveau est capable d'apprendre et par ce mécanisme-là, on va aussi apprendre à avoir peur. En fait, les peurs sont souvent logées dès l'enfance. Et oui, on y revient. Donc l'enfance, la société, l'éducation, on apprend à avoir peur. Ça, c'est vraiment de l'acquisition et de l'apprentissage, malheureusement. Oui, on a une société qui vit dans la peur, qui est de plus en plus paranoïaque, n'ayons pas peur du mot, c'est assez fort, mais bon, ça exprime ce qui est. Mais c'est parce que, justement, il y a une culture de la peur. Tout à fait. Donc en fait, quand ces peurs, on ne les regarde pas, comme tu dis une jolie expression à nous. Oui, ces peurs, elles nous agissent. Elles nous agissent, c'est-à-dire qu'on devient en fait le jouet de nos peurs et qu'on agit sous leur action et pas sous nos désirs, sous notre personnalité. C'est vrai. On va vous citer un petit peu quelques peurs, alors en vrac, hein, ça va faire un pot pourri. C'est pas exhaustif, hein, non, rassurez-vous. du tout. Alors, j'ai peur d'être agressée. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de mal faire. J'ai peur de pas trouver l'âme sœur. Ah oui, c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? J'ai peur de ne Non, pas... tu n'as pas peur de... J'ai peur de ne pas réussir ma mission de vie. Oui, vous voyez, ça en fait des peurs. J'ai peur de conduire, j'ai peur de l'eau. J'ai peur que mon enfant se casse la figure, j'ai peur d'attraper une maladie, etc. Alors plus on dit j'ai peur, moi quand on fait cette petite liste là, j'ai l'impression que ça rétracte, ça rétreint, ça enferme en fait. On ne se rend pas toujours compte qu'on est sous l'influence de la peur. Non, mais c'est assez facile à reconnaître. Bon, en général, les autres voient qu'on a peur et nous on ne le voit pas. Mais pour qu'on puisse s'en rendre compte par nous-mêmes, il y a des petits trucs. Comment est-ce que je me comporte en fait? Est-ce que j'ai tendance à être agressif ou agressive, hein, bien entendu ça concerne les deux. Est-ce que j'ai tendance à crier? Est-ce que... Dans des situations qui ne le justifient pas, on est bien d'accord. Tout à fait. Est-ce que j'ai tendance à fuir, à procrastiner? La procrastination est une dérivée de la peur. Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à fanfaronner dans tous les sens? Moi, j'ai jamais peur. C'est ça. Bon, c'est des exemples, hein, on accentue le trait exprès. Sachant que oui, la fanfaronnade, c'est souvent, hein, mais ça on le reconnaît facilement, les gros bras, les fiers à bras, et puis quand il y a vraiment un danger, il n'y a plus personne. Hein, oui. Bon, ça existe. Donc c'est une façon un peu de voir si on a peur. Oui, c'est des indications. D'autres indications qu'on peut avoir pour se guider un peu, c'est la peur, à quel domaine elle se rattache. On peut faire un comparatif avec nos besoins pour vivre. Il y a des besoins fondamentaux, par exemple manger, boire, avoir un toit.
Il y a des besoins un peu plus évolués qui vont être le désir de fonder de famille, de créer quelque chose. Et puis éventuellement d'avoir une démarche spirituelle. Vous voyez, il y a une forme de gradation dans les besoins. Voilà, c'est la fameuse pyramide de Maslow, hein, pour ceux qui connaissent. Je ne rentre pas là-dessus, c'est pas le sujet. Mais pour les peurs, c'est un peu pareil. Il y a des peurs qui vont être plus proches des besoins vitaux, fondamentaux, et puis des peurs un peu plus sophistiquées, entre guillemets. Souvent, les peurs sophistiquées, on n'a pas conscience qu'elles sont vraiment liées à des peurs plus profondes. Oui, c'est vrai. Elle cache un peu, ça masque. Ça masque. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière les peurs? Ah oui, c'est la grande question en fait. Quand j'ai plein de peurs comme ça, en fait, quelle est la peur principale? Toutes ces petites peurs, en fait, elles sont toutes rattachées à leur maman peur, en quelque sorte. C'est la peur de mourir. Vu comme ça, c'est un peu raide, hein, mais... C'est un peu raide, oui. Mais bon, qui n'a pas peur de mourir? Et qui ne met pas en place des petits mécanismes pour éviter de se poser la question Tout à fait. de la réalité? En fait, dès qu'on est, c'est qu'à un moment donné, il y aura une fin. Voilà. En fait, c'est un peu embêtant parce que quand on a cette peur de mourir, quand on met énormément de mécanismes pour s'en défendre, finalement, on s'empêche de vivre, on s'empêche d'être ouvert pleinement. C'est typique des sociétés modernes, c'est-à-dire qu'on veut tellement protéger, tellement empêcher qu'on ne peut plus rien faire. Oui, et ne plus rien faire, c'est une mort à petit feu. Donc choisissez votre mort, la mort rapide ou la mort lente. Super. On va essayer de faire autrement. Hein. Alors, c'est vrai que les peurs, quand on est un tout petit enfant ou quand on est un adolescent, on n'y a pas trop accès en fait. Les adolescents sont connus pour il y a l'élan de vie qui est très très fort, alors ils sont même un peu casse-gueule, hein, si on peut... Ça pulse, donc ils vont prendre des risques, ils se croient immortels, et donc ils vont faire des choses pour expérimenter. C'est déjà le cas à l'enfance. Hein. Oui, le petit enfant, il n'a pas de peur à la base, il va faire des choses, et les parents vont mettre ou pas des garde-fous. À un moment donné, le risque, c'est de transmettre la peur, c'est-à-dire « Ah non, monte pas sur ce mur. Ah non, tu vas pas faire du vélo maintenant. Ne t'éloigne pas trop de moi. Rentre surtout avant la nuit. » Enfin bon, j'en passe. Ça, génération après génération, il se passe qu'on ferme tout. Ouais. Hein. Donc effectivement, ces fameux enfants, ces fameux adolescents, il y a quand même une partie qui est importante de leur apprentissage qui est basée sur la prise de risque. Et la prise de risque, et là je vais peut-être faire hurler tout le monde, mais il en faut. Parce que la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. On est fort. Hein. Ah, aujourd'hui, oui. Ah ouais. Le mouvement, c'est la vie, et la vie, c'est le mouvement. Est-ce qu'on peut s'affranchir de toutes les peurs, Monsieur Phil? Honnêtement, non. Parce qu'il y a des paramétrages, des apprentissages qui sont tellement profonds que arriver à s'en détacher, c'est difficile. D'autant plus, si vous avez suivi nos vidéos, on a déjà parlé de la notion de défaut dans le fonctionnement humain, et la peur en est un défaut. Oui, malheureusement, oui. C'est lié, c'est-à-dire que au moment de l'incarnation, il y a la grande séparation en fait, et ça génère une peur qui est complètement engrammée dans le système cérébral. La grande séparation, c'est-à-dire au moment où l'âme décide de s'incarner sur Terre, elle va faire un chemin à travers les couches de matière, et à ce moment-là, il va y avoir du noir, il va y avoir du froid, et ça peut engrammer dans l'âme quelque chose de terrifiant. Hein. Et la mort fait écho à ce phénomène-là, c'est-à-dire il y a la peur que quand on meurt, il se repasse la même chose. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait inconscient. Bon, donc, étant donné la force de cette peur, et étant donné qu'il y a un défaut, pouvoir tout éradiquer, non pas pour l'instant. L'humain amélioré n'aura pas ces peurs-là, disons-le tout de suite. Hein, c'est-à-dire que cette peur liée à l'incarnation n'existera plus. En attendant, on va se servir des peurs comme étant des alertes. On va faire avec. Oui. C'est un peu comme on l'a fait avec les émotions, on l'a dit avec plein de choses. Les peurs, elles signifient quelque chose, eh bien, prenons-en conscience. Il va falloir prendre le temps de les regarder. Par exemple, si je dis que j'ai peur des araignées, Monsieur Phil. Oui.
On se demande pourquoi. C'est tellement beau cette petite bête. Les araignées. Alors, on prend l'exemple des araignées, on aurait pu prendre l'exemple des serpents, hein, par exemple. Sachez que, déjà, on ne peut pas faire de généralité. Chaque personne est unique et a une histoire unique. Donc, quelqu'un qui a peur des araignées, on ne va pas dire c'est parce que ceci ou parce que cela. C'est évident que si, quand j'étais enfant, je me suis fait piquer par une araignée et que j'ai eu une grosse réaction allergique, je vais avoir tendance à garder ce souvenir-là toute ma vie, donc je vais craindre les araignées. Mais Voilà. ce n'est pas que ça. Ça, c'est une explication simple, on s'en tire facilement avec une séance d'hypnose. Hein, et on remet à zéro la mémoire de l'ordinateur et tout va bien. Parce que là, il y a un mécanisme normalement de réparation dans le cerveau qui n'a pas agi au niveau mémoire. Donc, vous allez voir un hypnotiseur et vous faites 2-3 séances et on n'en parle plus. Bon, mais ça, c'est un des aspects. Après, il y a des choses qui sont plus en lien avec l'imagerie de l'inconscient du cerveau, donc des choses qui sont plus profondes et qui peuvent avoir des liens, par exemple. Avec la sexualité féminine, par exemple. Par exemple. Donc, oui, parce que l'araignée peut être symbole de dysfonctionnement ou de peur liée à la sexualité féminine. Oui, et puis ça peut, dans certains cas, si c'est un homme qui a peur des araignées, ça peut être d'autres choses. Tout à fait. Hein? Donc là, c'est important de se faire aider par quelqu'un, si la peur est forte, si la phobie est puissante, de se faire accompagner par quelqu'un, parce que cette personne-là, n'étant pas prise dans la peur, pourra être plus lucide et pourra vous aider à voir les choses. Exactement. La peur, c'est important d'être capable d'y faire face. Oui. En fait, on va avoir à peu près les mêmes concepts, par exemple, que ce soit par exemple avec la peur de l'eau. Si papa m'a jeté dans l'eau parce que j'étais censée apprendre à nager et que je n'ai pas été capable à ce moment-là, il est évident qu'on ne va pas être très à l'aise avec l'élément eau. Donc effectivement, avec des séances d'hypnose, ça peut aider, mais si le traumatisme est lié à la relation parentale, on va peut-être se faire aider de manière beaucoup plus longue parce que c'est plus profond, par exemple. Ça peut être une peur familiale, ça peut être un noyé dans la famille. Enfin Exactement. bref, vous voyez, il y a énormément de possibilités, donc surtout... Ne pas s'enfermer dans une seule lecture, ce serait dommage. Oui, et puis par peur de ne pas résoudre le problème, hein, on va éviter de voir quelqu'un pour se faire aider. En fait, cette histoire de peur nous montre quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut avoir finalement du courage pour vivre. Ça, c'est une notion qu'on a un petit peu oubliée, nous les humains, surtout en Occident, mais finalement, ça demande vraiment une qualité qui s'appelle le courage. Dans nos sociétés modernes, on vous propose d'être soit un loup, soit un mouton. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'être ni l'un ni l'autre, c'est d'être vous-même. Ça, c'est important. Un humain vivant, c'est ni un mouton, ni un loup, d'accord ? Donc en fait, si on résume, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de sortes de peurs qui sont sur des graduations plus ou moins profondes et on va avoir différentes méthodes pour pouvoir les travailler. Hein. La conscience, la respiration en est une, l'hypnose en est une autre, parfois l'olfactothérapie, parfois quelque chose de soft, ça peut suffire, et parfois non, ça ne suffit pas, on a besoin de se faire accompagner par un thérapeute plusieurs mois, plusieurs années. Mais en fait, il n'y a pas de honte à ça. Et le plus important, c'est de prendre conscience. Ok, j'ai un mécanisme qui me freine, je vais prendre le temps de pouvoir évoluer là-dessus. Voilà. Les peurs ne sont pas une honte, au contraire. Ce sont des alertes, tout simplement. Et tu crois qu'on pourrait avoir peur d'avoir honte ? C'est bien compliqué ton histoire. Hein. Ouais. Ouais, Là, il faudrait voir quelqu'un. Je fronce pas trop les sourcils, monsieur Phil. Non, mais j'aime bien. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette petite vidéo, ne pas hésiter à la partager et à cliquer j'aime. Puis si vous n'aimez pas, vous la partagez aux gens que vous n'aimez pas, tout simplement. Voilà, c'est simple. Allez, passez une belle journée, à tout bientôt, merci. Au revoir, merci.